Un budget, c'est dire à votre argent où aller, au lieu de vous demander où il est passé. On commence fort aujourd'hui avec cette phrase, elle est tirée de notre source, et elle claque un peu, non? Ça pose parfaitement le décor de notre discussion. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui, bon, on va pas se mentir, fait souvent un peu grincer des dents. L'analyse de ces dépenses mensuelles. D'après notre document, c'est la base de tout, la toute première marche, avant même de penser à investir. L'idée, c'est pas de se transformer en comptable, hein, pas du tout. C'est juste d'allumer la lumière, voir ce qu'il y a dans la pièce pour enfin reprendre les commandes. Cet exercice. La source le présente comme un diagnostic. Mais pour beaucoup de gens, c'est vécu comme un jugement. On a peur de ce que les chiffres vont nous dire sur nous-mêmes. C'est pour ça que la plupart des gens préfèrent rester dans un certain flou financier. C'est inconfortable, mais c'est perçu comme moins douloureux que la clarté des chiffres. Et l'approche de la source, c'est de dire affrontons cette clarté. Oui. Mais faisons-le simplement. Avec bienveillance. J'aime bien cette idée de bienveillance, parce que le document insiste beaucoup là-dessus. On vise la simplicité, pas la perfection. On n'est pas là pour traquer chaque centime. D'ailleurs, pour structurer la démarche, la source propose 8 grandes catégories. On pourrait presque les voir en 3 blocs. D'abord, il y a les charges fixes, les incompressibles quoi. Le loyer ou le crédit IMO, et puis les abonnements, téléphone, internet, électricité. C'est le socle en fait. C'est la structure osseuse du budget. Et ce sont les chiffres les plus faciles à trouver. Et paradoxalement, ceux sur lesquels on a le moins de marge de manœuvre, en tout cas à court terme. Exactement. Le deuxième bloc, ce seraient les dépenses du quotidien, celles qui sont nécessaires mais variables. L'alimentation et le transport. Là, les habitudes commencent à jouer un rôle. Et enfin, le troisième bloc, celui qui est souvent le plus flou et le plus intéressant à regarder, les dépenses plaisir. La source les divise en loisirs, achats shopping, et puis santé et une catégorie autre. Et ce découpage est très malin, parce qu'il prépare déjà le terrain pour la suite. Ça oblige à voir non seulement où va l'argent, mais aussi la nature de chaque dépense. Ça force à se poser la question sur quoi j'ai une vraie marge de manœuvre et qu'est-ce qui est non négociable pour l'instant. C'est une sorte de cartographie de son pouvoir d'action. C'est une bonne façon de le voir, oui. C'est plus une simple liste, c'est une carte stratégique. D'ailleurs, la source dédramatise complètement l'exercice avec une phrase que je trouve géniale. On ne cherche pas ici à être précis à l'euro près. Ça enlève une pression énorme. On n'est pas à l'école, il n'y a pas de bonne ou mauvaise note. C'est un point, mais crucial. En psychologie comportementale, on parle de barrière à l'entrée. Plus une tâche a l'air compliquée, plus on procrastine. C'est humain. En disant la perfection n'est pas requise, la source, elle abaisse radicalement cette barrière. Elle dit venez comme vous êtes, avec vos chiffres à peu près, l'important c'est de commencer. Du coup, le budget, c'est plus un document rigide, ça devient un outil d'apprentissage qu'on peut ajuster. C'est un processus, pas un verdict. D'accord. Ces catégories et cette philosophie, ça a l'air simple sur le papier. Mais la vraie difficulté pour beaucoup, j'imagine, c'est de trouver les bons chiffres à mettre en face. Comment on passe de la théorie à la pratique sans y passer des jours entiers? C'est le cœur du problème, oui. Et la source propose deux approches très pragmatiques. La première, c'est la voie royale de la simplicité, l'automatisation. Utiliser une application, que ce soit celle de sa banque ou une appli tierce comme Bankin qui est citée, elle fait déjà 90% du boulot de catégorisation. C'est l'option zéro effort, ou presque. C'est simple, c'est vrai, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à tout automatiser? Le fait de devoir noter chaque dépense à la main, la deuxième voie, même si c'est fastidieux, ça ne force pas une prise de conscience plus forte. J'ai l'impression que la douleur d'écrire, ça ancre mieux l'info. Simple, faire en sorte que les gens se lancent. L'effort manuel, même s'il est vertueux, ça peut être un frein tellement énorme que la plupart n'ouvrent même jamais le capot. L'idée ici, c'est que l'application donne le diagnostic initial, le fameux choc de la réalité. Et une fois ce choc passé, une fois la motivation là, rien n'empêche de passer à une méthode plus manuelle, pour affiner. Mais pour la première étape, on choisit l'outil qui garantit le passage à l'action. D'accord, donc l'appli pour le déclic et le manuel pour approfondir potentiellement. Et pour les deux méthodes, la source insiste sur un détail. Utiliser la moyenne des 3 derniers mois. Pourquoi 3 mois spécifiquement? Parce que c'est le point d'équilibre parfait entre être représentatif et ne pas être trop compliqué. Un seul mois, c'est souvent une anomalie. Il peut y avoir un cadeau d'anniversaire, une réparation de voiture. Ce n'est pas la vraie vie.
12 mois, ce serait l'idéal statistiquement, mais c'est un travail de titan, ça découragerait n'importe qui. 3 mois, ça permet de lisser les pics et les creux. On cherche pas une photo parfaite, on cherche une baseline fiable de son train de vie. Ça combat notre tendance à nous justifier, le fameux «d'habitude je ne dépense pas autant». La moyenne sur 3 mois, elle ne ment pas. Ça évite de se raconter des histoires, en somme. Et en parlant d'éviter les mauvaises surprises, il y a une autre astuce dans le document que j'ai trouvé, vraiment contre-intuitive au début. C'est le concept de la marge de sécurité. L'idée, c'est de laisser une somme, disons 100 ou 500 euros, sur son compte et de faire comme si c'était le nouveau zéro. Mais on se ment un peu à soi-même, non? C'est pas juste un jeu d'esprit. C'est beaucoup plus qu'un jeu d'esprit. C'est ce qu'on appelle un hack comportemental. Il ne faut pas le voir comme un nouveau zéro, mais comme une alarme silencieuse. Le cerveau s'habitue à ce plancher. Et le jour où on doit mordre dans cette marge, ça déclenche une alerte mentale. Une alerte bien plus forte que de voir son solde passer de 50 à 40 euros. Ce n'est pas un fonds d'urgence, c'est une sonnette d'alarme psychologique qui dit « Attention, tu sors de ta zone de confort ». Ça réduit l'anxiété du quotidien, on se donne de l'air en fait. Vu comme ça, oui, c'est assez puissant. C'est moins une règle de compta qu'une règle de gestion du stress. Pour que tout ça soit moins abstrait, l'exemple donné dans la source m'a vraiment parlé. On rencontre une certaine Sandra, et sa première réaction, je pense que beaucoup vont se reconnaître, je la cite, «Franchement, je déteste les tableaux Excel. Je ne veux pas devenir une comptable de ma vie.» Ça capture parfaitement cette résistance, ce mélange de crainte et de rejet. Ah mais c'est un excellent procédé narratif, hein. On s'identifie tout de suite. Sandra, c'est nous. Ce n'est pas une experte en finance, c'est une personne normale, avec des appréhensions normales. Ça déconstruit l'idée que la gestion de budget, c'est réservé à une élite. Si Sandra peut le faire en détestant Excel, alors tout le monde le peut. Absolument. Et son parcours est fascinant. Après avoir, je cite, râlé un bon coup, elle se lance. Et là, c'est le basculement. Le document décrit ce qu'elle ressent en voyant les chiffres. Un mélange de colère et de motivation. Cette dualité est tellement vraie. La colère de voir l'argent s'évaporer et la motivation féroce de reprendre le contrôle. Résumé pour sa phrase, « Fini les euros qui disparaissent sans laisser de traces C'est le fameux moment de vérité. En psychologie, on pourrait appeler ça un choc de concrétisation. Tant que les dépenses sont juste une série de transactions abstraites sur un écran, notre cerveau les minimise, il les rationalise. Le simple fait de les poser, de les agréger, ça les rend tangibles, réels. C'est la différence entre savoir intellectuellement qu'on dépense de l'argent et ressentir le poids de ces dépenses. Et c'est cette réaction émotionnelle, la colère, la surprise, bien plus que la logique froide des chiffres, qui devient le vrai moteur du changement. ». Et pour Sandra, ce choc il se matérialise par des chiffres très concrets. On apprend que son budget mensuel moyen est de 1 400 euros. Dans le détail, ça donne 600 euros de loyer, 200 pour la nourriture, 50 de transport et 50 d'abonnement. Ce qui laisse 500 euros pour tout le reste. C'est là que le mystère des euros qui disparaissent se trouvait, j'imagine. Exactement. Les 900 euros de charges fixes et semi-fixes, elle les connaissait plus ou moins. Le pouvoir de l'exercice, pour elle, ça a été de quantifier ce reste, ce grand fourre-tout des loisirs, du shopping, des cafés. Ce n'est plus un brouillard de 500 euros, mais un chiffre précis sur lequel elle peut désormais agir. Et on note qu'elle utilisait déjà l'application Bankin. Ça renforce l'idée qu'un outil automatisé a suffi pour provoquer ce déclic, sans la noyer dans la complexité. Donc, si on essaye de synthétiser la philosophie derrière tout ça, ce n'est vraiment pas une quête de perfection. Pas du tout. C'est une quête de clarté. Et cette clarté doit être suffisamment bonne pour être utile. Il vaut mieux un budget simple et suivi qu'un budget parfait abandonné au bout de 2 semaines. La clé, c'est d'obtenir ce fameux chiffre, le coût moyen de son train de vie. Un chiffre basé sur la réalité des 3 derniers mois, pas sur des suppositions. Et on utilise les outils qu'on a, comme les applications, pour rendre le processus aussi indolore que possible. Précisément. Et on y ajoute cette petite astuce psychologique de la marge de sécurité pour rendre l'expérience moins angoissante. Toute la méthode est conçue pour surmonter les obstacles émotionnels et pratiques qui empêchent 99% des gens de s'y mettre. Au final, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a ce chiffre, disons 1 400 euros pour Sandra, qu'est-ce que ça change, concrètement? Ça change tout. Parce que la gestion financière n'est plus un jeu de devinettes, ce n'est plus
Je pense qu'il me reste à peu près ça à la fin du mois. Non, c'est une certitude mathématique. Si on gagne 2000 euros et qu'on sait que sa vie coûte en moyenne 1400 euros, on sait que sa capacité d'épargne et d'investissement est de 600 euros. Ce n'est plus un espoir, c'est un fait. Et c'est cette clarté qui ouvre la porte à toutes les stratégies futures. Sans elle, toute discussion sur l'épargne ou l'investissement n'est que pure spéculation. C'est une excellente conclusion. Tout l'enjeu là. Finalement, l'exercice du budget, tel qu'il est présenté ici, ce n'est pas une contrainte, ni une punition. C'est un acte de clarification. C'est presque un acte de respect envers soi-même, de se donner les moyens de savoir où on en est vraiment. Une prise de pouvoir, tout simplement. C'est exactement ça. C'est passer du siège passager au siège conducteur de sa vie financière. Et si on voulait prolonger un peu la réflexion, cette démarche ouvre une porte sur une question encore plus profonde. La source nous a montré comment répondre au combien et au où va notre argent. Mais une fois cette clarté obtenue, le budget devient un miroir. Et la question qui émerge, ce n'est plus seulement combien je peux mettre de côté, c'est est-ce que la destination de mon argent, cette répartition que je vois noir sur blanc, est vraiment alignée avec mes valeurs, avec la personne que je veux être. Et là, le budget passe d'un simple outil de gestion à un puissant outil de connaissance de soi.